Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 4 de ce Tour de France. Dernière étape en Bretagne de ce Tour de France 2021, après ces 4 jours en Bretagne, qui remplaçaient en fait les jours où on devait aller du côté de Copenhague. Quatrième jour, on traversera l'île et Vilaine, entre Redon et Fougères. C'est peut-être l'étape la moins intéressante de toutes ces étapes bretonnes parce que là, très clairement, on s'attend à un sprint. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics et à me dire ce que vous pensez de cette étape. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas également à poser des questions, pourquoi pas dans les commentaires. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Donc, comme je disais dans cette étape qui va traverser l'île et Vilaine, c'est une étape toute plate. On ne sera pas le long de la mer. Il faudra quand même faire un petit peu attention au vent. Surtout qu'on devrait avoir encore des conditions orageuses. Pour moi, sur cette étape-là, il n'y a pas d'intérêt à prendre l'échappée vu qu'il n'y a pas de carotte par le sprint intermédiaire. Et le sprint intermédiaire étant très proche de l'arrivée, ça sera pas compliqué, ça sera pas facile pour l'échapper, pour réussir à rester en tête à ce moment-là. Et je pense qu'à part montrer le maillot, eh bien, ça sera juste une échappée publicitaire. Dénivelé positif de cette étape, 1354 mètres, c'est-à-dire que c'est la 16e étape la plus dure de ce Tour de France, c'est la plus pentue. Autant vous dire que si on enlève les deux contre-la-montre, elle est quand même dans les 3 dernières positions. On va regarder tout de suite le profil. Le profil de cette étape, on part donc de Redon. Voilà. On va ensuite à Préprilhac, Guipry-Messac, Bain de Bretagne. On arrivera à Janzé au kilomètre 56.5. Là, on sera déjà pas mal dans les terres. On va contourner Rennes. Je rappelle que Rennes ne peut pas être traversée car au départ, c'était prévu qu'il y ait une arrivée dans Rennes, sauf que la maire Europe Écologie Les Verts, voilà, n'a pas voulu la course. C'est un petit peu comme Monsieur Piolle, le maire de Grenoble, ou le maire de Lyon, qui ont un problème avec le Tour de France. Bon, c'est vrai que les voitures électriques, c'est beaucoup plus écolo. Du côté, on passe ensuite à Janzé, Château-Giron, Noyal-sur-Vilaine, Liffré, La Boissière. Puis on arrive au sprint intermédiaire à Vitré. Faire attention, c'est un petit peu technique la traversée de Vitré au kilomètre 114. Donc vous voyez, on est assez proche de l'arrivée car l'étape ne fait que 150 km. Ça sera une étape très courte, ce qui pourrait peut-être provoquer une étape un petit peu animée. Donc Vitré, on arrive ensuite à Lhuitré. À Lhuitré, on changera de direction pour prendre une grande nationale qui nous amènera à Fougères. On va faire le final de cette étape, un petit peu en détail du côté du final. Alors moi j'ai noté une grosse route pour le final. Donc voilà, à Lhuitré, on récupère une nationale, la nationale 12. C'est une route très très large. On aura la possibilité de remonter. Faire attention, on ne changera pas de direction pendant quasiment une dizaine de kilomètres. Donc faire attention, ça peut remonter assez fort et peut-être des chutes dans le final de cette étape. Ensuite à 4 km 5, on a un rond-point. On va traverser encore un autre rond-point à 900 mètres et surtout on aura un dernier rond-point à 700 mètres pour finir sur une route assez large. Le dernier rond-point, il faudra être bien placé, il faudra faire attention. C'est sur les 2 derniers ronds-points, ça peut être un petit peu dangereux dans le final de cette étape parce qu'en fait on va prendre une sorte de rocade qui contourne Fougères puis re-rentrer dans Fougères pour le final. On va parler de l'histoire de cette étape. L'histoire de cette étape, eh bien on va revenir au Tour de France 2015. Tour de France 2015 avec l'étape numéro 7. C'était un parcours très plein, encore une fois. On avait quelques difficultés en début de journée, mais c'était quand même en fin de journée relativement plat, avec un début de journée sur voilà, il y avait une petite côte et puis une fin d'étape assez sinueuse. C'était assez technique sur la fin de journée, il fallait faire un petit peu attention. Au départ, pas de maillot jaune sur cette étape numéro 7 parce que la veille, cette étape numéro 6, on arrivait au Havre. Et lors de cette arrivée au Havre, eh bien, Tony Martin était tombé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chute. Il avait à l'époque récupéré le maillot jaune au moment de l'étape des pavés. Ce jour-là, voilà, il avait fait une sacrée performance même. C'est l'une des étapes les plus impressionnantes de Tony Martin, je dirais, dans sa carrière. Et pas de maillot jaune parce qu'il tombe, il se casse la clavicule.
Normalement, dans ce genre de cas, c'est le deuxième du classement qui, à l'époque, était Chris Froome, qui pouvait mettre le maillot jaune, sauf que lui, il ne voulait pas, par respect pour Tony Martin, en sachant qu'on avait eu presque la même chose 10 ans auparavant, lors du Tour de France 2005, où c'était avant l'étape qui arrivait à Montargis. Pour tout vous dire, j'étais dans le public de cette étape-là, qui passait pas très loin de chez moi au niveau du ravitaillement. C'est la première fois que j'étais allé sur le Tour de France. Parce que le Tour de France passait jamais par chez moi. Donc il passe toujours jamais par chez moi. Hein. C'est une des qualités du Tour de France. Et Lance Armstrong n'avait pas voulu mettre le maillot en tout début de journée parce que Zabriskie était tombé la veille à Blois, je crois, lors d'un contre-la-montre par équipe. Et bon, on lui avait un petit peu forcé la main. C'était le fighting spirit de Lance Armstrong, le fair play de Lance Armstrong. En 2005, vous vous rappelez que c'était le dernier Tour de France de Lance Armstrong, ça fait un petit peu marrer quand on sait la relation qu'il avait avec beaucoup de coureurs dans le peloton. Donc au départ, pas de maillot jaune, Tony Martin étant tombé la veille dans le final. On part avec une échappée qui part assez vite, avec notamment Anthony Delaplace et Brice Feuillu, qui sont les premiers à attaquer dans cette étape. Et puis on avait également Tekle Yamot qui était maillot à poids, qui voulait prendre des points, et puis Christian Durasek et Luis Andrel Maté. Tekle Yamot, lui, va être repris à 30 km de l'arrivée. Il va en fait se laisser décrocher assez vite dans les premières attaques. Anthony Delaplace et Brice Feuillu, j'ai oublié de dire qu'ils étaient dans l'équipe Fortuneo. À ce qu'à l'époque elle s'appelait encore Bretagne. Peut-être qu'elle s'appelait encore Bretagne en 2015. Le reste de l'échappée est repris à 11 km de l'arrivée, en sachant que je crois que Feuillu et Maté avaient attaqué ensemble. Sprint massif avec victoire de Cavendish devant André Greipel. En fait, André Greipel est idéalement placé. Il est dans le sillage de Christophe. En fait, la Katusha de Christophe emmène. Il est dans le sillage. Et puis, il va partir trop tôt. En fait, Greipel, il part de très très loin. Et Cavendish va s'infiltrer dans un petit trou de souris et le passer sur la ligne. Il s'impose Cavendish devant Greipel et Sagan qui finit 3e. Et c'est une victoire importante pour Mark Cavendish. Il est très ému à l'arrivée de cette étape, tout simplement parce que ça faisait quasiment 1 an qu'il n'avait pas gagné avec la chute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du Tour 2014, où il y avait eu plein de chutes, on partait d'Angleterre, et lui, il était tombé lors de la première étape, il avait regardé dans son dos, et il était tombé, il avait fait une erreur dans le final, il avait entraîné également, je crois, Simon Gerrans, je crois me rappeler, dans sa chute. Et voilà, c'était une victoire importante parce qu'il n'avait pas gagné sur le Tour de France depuis quelques temps, il n'avait pas eu de grande victoire, il a vu un début de Tour de France également un petit peu compliqué en 2015. Et il y avait un peu de pression, il était chez Omega Pharma Quick-Step à l'époque, et c'est vrai que Patrick Lefebvre voulait qu'il s'impose. Du côté des régionaux de cette étape, eh bien on a Michael Cherel qui est né à côté de Fougères à Saint-Hilaire du Harcouët. Pour Michael Cherel, notamment fidèle équipier chez AG2R de Romain Bardet, et qui cette année n'est pas est dans l'équipe AG2R mais n'est pas dans l'équipe. Ça sent quand même un petit peu peut-être la fin de carrière, parce que je l'ai vu commenter notamment sur la Mont Ventoux Dénivelé Challenge, et était bien meilleur en passant que Cédric Pinault. On passe à côté de la ville de Rennes, c'est la ville de Laurent Madouas et de Stéphane Hulot. Laurent Madouas qui aurait pu gagner un Tour de France, je crois que c'était le seul qui s'était pas fait contrôler positif. C'est le 97 ou le 96, je sais plus. Et de l'autre, Stéphane Hulot qui avait dirigé Sojasun, et qui est maintenant dans le staff, je crois me rappeler, d'Arkea, du côté de Stéphane Hulot. Et puis Redon, c'est la ville de Chevalier-Las Palais. Je n'ai pas trouvé mieux, et d'Alain Madelin, le journaliste politique. On passe à la météo. Du côté de la météo, en début de journée, on a du vent de côté, voire de 3/4, avec un vent aux alentours de 30 km/h. Et puis, à la sortie de ce contournement de Rennes, quand on voudra aller jusqu'à Vitré, eh bien, là, après, il sera de face. Au sprint intermédiaire à Vitré, il sera de face. Puis, à la sortie... il sera plutôt de côté, à la sortie de Rennes. Puis, il sera de face
à la sortie de Vitré, plutôt, voilà, on va y arriver. Et puis à Fougères, il sera de 3/4 face quand on tournera sur la Nationale 12. Et puis on a également des orages attendus, comme je vous le disais, avec une température aux alentours de 20 degrés. Donc il faudra faire attention dans le final avec les ronds-points. S'il a plu, ça peut être dangereux dans le final. Du côté de la stratégie, moi je vois une échappée maximum de 3 coureurs reprise dans le final, ou certainement avant le sprint intermédiaire de Vitré. Je vois pas énormément de coureurs se battre pour l'échapper aujourd'hui. Il n'y a pas de carotte sur cette étape-là et ce sera le cas sur quelques étapes jusqu'à l'étape de Vierzon. Du côté des pronos, eh bien moi j'ai mis Van Der Poel, hein, il marche bien, Mur de Bretagne c'était quand même assez impressionnant. Je mets Christophe Laporte. Parce que s'il y a du vent, s'il y a des petites tentatives de coups de bordure, il est souvent à l'aise dans ce genre de conditions. Et puis je mets Arnaud Démare parce que ça reste quand même un sprinter impressionnant. La grosse cote, c'est Brian Cocard. Équipe solide autour de lui. Il arrive parfois à bien se placer malgré son petit gabarit dans les tentatives de bordure. Et puis bon, il a une belle formation et il a de l'expérience, Brian Cocard, même si il n'a pas forcément été en réussite depuis le début de saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!